Bien, salut à tous, me voilà revenu chez Jean-Bernard. Sur sa ferme, comme promis, on va faire un petit tour de la ferme. Il y tient, il a lu toutes vos questions. Et puis, on va vous faire voir le matériel et puis on va papoter ensemble. Puis là, Jean-Bernard est parti me chercher une paire de bottes. Car comme un touriste, je suis venu en petites chaussures de ville. Le tas d'ensilage que vous avez vu se faire dans la dernière vidéo avec Jean-Bernard, il est là-bas. Et vous étiez intéressé par son parc matériel. Ici, son hangar. Il en a un petit peu ici, un petit peu partout, même sur un autre site d'exploitation. Bon bah salut David, bonjour à tous. Le foin, j'en ai fait une toute petite partie avant les pluies. Il m'en reste encore une grosse partie à faire. Donc c'est stocké, le peu que j'ai fait c'est stocké. Donc le foin, il est là. Ouais. Et là, c'est de la paille pour la litière. Ouais. Ok. Mais là, le foin, il est là provisoire. Après, on va le basculer là-bas. Mais il faut que je refasse tout le bardage en boîte carrée derrière, en paille propre. Les bottes sont en train de s'écraser. Donc, Voilà, l'espace puis la place de stockage, c'est toujours le problème. bon, bah, on en a jamais assez. Le qu'on a vu, il est sur plateau. Comme ça, il ne prend pas de place. S'il faut le déplacer, le chariot, il roule. Ouais, ça, on s'en souvient. Il y a une place enrubannée, il y a l'élévateur qui est là-dessus, tout ça, comme ça, ça gêne pas. S'il faut sortir, on sort vite fait. Puis les boudins ensilage qui sont stockés là, les niches à veau à côté. Il y a le râtelier. Ah oui, les râteliers. Les bottes enrubannées de luzerne que j'ai refait en 15 jours après la coupe. Ouais, parce qu'après l'ensilage. Après l'ensilage, j'ai refait de l'enrubané. Et donc là, hop, la luzerne est repartie. Elle est déjà au niveau du genou, que tu disais. Oui. Et puis là, tu vas la laisser pousser pour qu'elle fasse sa graine, quoi. Oui. Pour honorer, c'est un contrat de semence, hein, c'est une luzerne porte-graine à la base, mais il a la possibilité d'utiliser les coupes de printemps pour ses fourrages et ses animaux, qu'on verra plus tard. Je pense que ça va l'épuiser là, 2 coupes. Oui, on va dire. Mais c'est bien qu'une luzerne porte-graine, je crois, s'épuise un peu, elle fasse pas trop de feuillage, elle va chercher à faire sa graine. Ouais, et puis, mais il faut pas qu'il fasse sec au moment de la floraison parce que ça va la freiner. Alors là, c'est du regain, les boîtes rondes, c'est du regain. C'est une deuxième coupe. Les vaches l'ont pâturé déjà, tout ça. Ouais, c'est feuillu. C'est feuillu, c'est gourmand. Ça ira aux genilles ou aux vaches laitières. Et puis ça, c'est du foin. Première coupe que je fais en botte carrée, comme ça. Ça fait des plaquettes. On va voir au niveau genilles après, tout à l'heure. C'est quoi les plaquettes? Eh ben, quand tu coupes les ficelles là, ça fait des petites plaquettes et puis tu prends ça à la fourche et puis ça va pas plus mal qu'une botte ronde. Ouais, je comprends. Une botte ronde, c'est un peu chiant. Là, c'est le stockage paille qui me reste de l'année dernière. Là-bas, c'est de la luzerne en foin qui est en botte. Là, c'est le quad avec la lame pour repousser l'ensilage. Et derrière, j'ai une cuve. Je suis ennuyé avec les chardons dans les prairies. Et qu'est-ce que tu fais avec la cuve? Je désherbe les chardons. Ah oui. Oui, tu le fais en localisé, ouais, d'accord. Avant, je faisais la pompe à l'eau. Ouais, et puis c'est infernal. Ah bah là, je suis envahi de chardons. Et je reviens à ta paille, t'es jamais en manque de paille, là t'as du stock. La moisson c'est dans un mois, donc t'es pas en manque de stock. Des fois ça coince ou... Quand je vois que c'est trop juste, j'appelle mon voisin céréalier, il débraye le broyeur, puis j'y achète la paille en andin, et puis après, on bottelle en botte carrée pour aller plus vite, sortir les bottes assez rapidement, quoi. Là, on lève la lame. Ah, c'est électrique. On l'incline, pour travailler, on l'incline comme ça. Après, on la repose. On la repose et l'ensilage qui se trouve dans le milieu revient là et ça fait un andin d'ensilage le long du Gornadi. Ouais, t'as équipé ça. Ah, c'est... Ok. Mais le quad, il faut du poids derrière parce que sinon... Sinon, il patine. Puis on casse les cardans là-bas. C'est pour pousser le fourrage pour si elle le pousse, le tas, souvent, ça leur rapproche des cornadis, de l'endroit où on mange. Ok. Une faneuse, ok. Une petite toupie, je reprends 3 andins de conditionneuse. Comme ça, je me trouve à cheval sur l'andin et puis j'en fais un de chaque côté en plus. D'accord. Ça m'évite, parce qu'avant j'avais une 4 toupies et ça me faisait rouler sur les andins et ça tassait et ça reprenait mal. Donc ça permet de retourner, ça c'est un outil qui permet de, une fois que tu as fauché le fourrage, de le retourner, de faire sécher convenablement en plusieurs fois. Bon, je fais 3-4 fois et puis après on prend un endaineur et puis on fait les andins puis on passe la presse pour modeler. Ça fait quelle largeur ça quand c'est en action? 7,50 m. 7,50 m, ok. Là c'est la vieille benne qui me sert pour mettre mon fumier en andin parce que je fais tout mon fumier, ton fumier... 3 quarts de mon fumier est composté.
Alors, il faut faire des engrais réguliers. Et qui c'est qui te retourne pour faire le compost? C'est une Kuma. C'est une Kuma qui revient? C'est le tracteur d'un entrepreneur, chauffeur d'un entrepreneur, et c'est la composteuse d'une Kuma. Donc voilà, bah, c'est... Le gars, il est nourri, logé. Quand il se trouve ici, puis ben, il fait la tournée, quoi. Il passe chez tout le monde. Composter, il faut le retourner plusieurs fois, il faut le faire chauffer 2 fois. Ça réduit en volume, et puis après, cette quantité, tu les penses sur tes terres. Ça reste chez toi ou tu la vends un peu ou... Ah non, non, je prends tout. Je tourne entre 5 et 10 tonnes hectares. Et l'avantage, ben, c'est que les graines sont brûlées. Les graines de mauvaises herbes ou même de culture, s'il peut y en rester dedans. Ça lève plus. Ça lève plus. Enfin, beaucoup moins. Ouais. Et l'avantage, c'est que comme je laboure plus, ben, à l'outil à dents, tu ne trouves rien, quoi. Et là, il y a une petite benne, une couleur que je connais, parce que j'ai acheté une benne Mopu, moi aussi. Je l'attends à la fin du mois. À la fin du mois de juin, là, qu'on est. Une 21 tonnes. Et toi, t'as quoi? 16 tonnes. 2 essieux, il y a un directeur, un directionnel, un essieu suiveur derrière ou pas? Suiveur automatique, oui. Ouais. Compresseur, oui, je crois qu'on appelle ça comme ça, oui, pour l'hydraulique. Compresseur, faire le travail du recul. Et puis, Bon, par contre, elle fait pas de fumier. Elle fait ensilage, céréales, elle fait pas de terre, elle fait rien. Ouais, tu la préserves, ouais. Que les graines. Parce que bon, ouais, ça vu solide. le coup, ouais, je connais, oui. Vu le coup de la benne, non, faut... Allez, neuve, j'en vais prendre soin. Donc là, on va se rapprocher. Je sais que là-bas, tu as le temps calais à gauche, mais on n'est pas obligé d'aller le voir. Mais tu stockes ton lait là. On verra ça cet hiver au moment de la ration. Oui, voilà. Là, tu stockes. Ça, c'est une mélangeuse, c'est ça? C'est le bol mélangeur, oui. C'est-à-dire, là-dedans, tu mets quoi tu mélanges quoi? Eh ben, je mélange mes ensilages. Du foin, j'en mets un tout petit peu, mais vraiment quand il faut pour la ration. Sinon, concentré. Donc c'est là-dedans, voilà, tous tes ingrédients, si on veut imaginer, tu les mélanges ici. Oui. Ta ration, et puis tu auras calculé le grossier, on le met en premier, et puis de plus en plus fin, quoi, après. Et ensuite, tu délivres ce qui est mélangé Alors, il y a à l'auge. Simple pesée. Elle est en simple. Hein. La première, elle avait une fonction pesée automatique. Alors, ça faisait que de biper, ça m'agaçait. Ah, t'as ça, d'accord. Le coupe batterie est mis, donc il n'y a plus de jus. Ouais. On expliquera ça le jour d'une ration. Ouais, si tu veux. L'acteur, l'inconvénient, enfin oui, c'est un inconvénient. Puis... Il faut qu'il soit tout le temps dessus, c'est ça que tu veux dire? Tout le temps dessus, les bras d'horlevage vont être enlevés. Ah oui, il est... Un coup, ça tapait dans les châssis, un coup dans la prise de force. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici derrière. Ouais. Alors, les bras d'horlevage ont été enlevés, ça a été modifié, parce que pareil, ça se pliait. Ah oui. Alors, il fallait que la vitre s'ouvre pour passer là, pour que je puisse allumer et éteindre mon boîtier. Oui, c'est un drôle... Il y a plein de réglages, donc ça a été fait sur mesure, voilà. Et le tracteur est condamné à ça. Un international 845. Voilà. Ça a 30 ans, enfin bon... Oh, ça tourne, hein. Ça tourne, c'est simple, c'est bruyant, mais bon, ça tourne un quart d'heure par jour. Tu mets un casque comme moi? Là, c'est la paille, si je veux pailler avec, j'avais pris l'option ça, mais c'est quand les bottes sont déliées sous le hangar. Ah oui, tu mets les bottes. Je les mets dedans, et ça projette. la paille ressort là, et je paille avec, mais on va voir tout à l'heure, j'ai une fausse calibotie, et le gros souci, c'est que ça bouche les calibotis, puis le lisier, et trop épais après. Le télescopique. Avec le godet qui me sert que pour décider. Ah oui, là donc avec cet outil, il va reprendre l'ensilage qu'ils ont mis en tas la dernière fois. Et ça vient des sections par la pression hydraulique, ça coupe. Et puis ça je m'en sers que pour spécialement que pour décider. Ouais. Après il y a un autre godet pour faire le fumier et tout ça, mais celui-là est spécifique. Pour faire des coupes franches. Et il y avait pas mal de questions, pourquoi tu prenais pas le télescope pour tasser le tas? Ouais, l'inconvénient c'est le mât là. Quand il est en l'air avec le rétro, parce que je recule toujours le rétro sur le tas. Ouais, bah tu vois plus ton rétro. Le rétro, on voit rien. Et quand le bras est en l'air, le châssis à l'avant il est rigide. Ouais, puis bah. Ça fait que de balancer droite gauche, je suis pas stable dans le télescope. Donc sur le tracteur c'est plus stable. Alors c'est pour ça que. Et puis il pousse pas. Ça, c'est un vieux tracteur encore. Ouais. Avec une faucheuse que je me sers pour couper sous mes clôtures. Ah oui, tu arrives à l'engouffrer un peu dessous? Non, oui. Pas. Si, je coupe sous mes clôtures. Ah oui, entre chaque piquet, tu arrives un peu à te glisser? Coup de volant,
Ah, il faut être habile. Autour des piquets, bon, il en reste un petit rond, fini à la main, mais sinon le reste... Et qu'est-ce que t'appelles à la main, le rotofil? Oui. Ouais. Donc là, ok, Renault 80. Il y a matériel d'attelé un peu partout, mais bon... Ouais, mais il faut quasiment... C'est pour les tracteurs à grosse valeur. Et puis bah, tu peux te permettre d'avoir un outil... Ouais, d'atteler, puis au lieu d'avoir un tracteur neuf, les tracteurs sont là-dessous. Là, tu as un bâtiment qui est un peu plus récent. Qu'est-ce que tu y as mis? Surtout de l'espace pour le garage. Le matériel à l'abri. Le stock en grès aussi. Le pulvérisateur, un Berthoud. Sur un 1056. Que j'équipe de roues étroites, de roues ordinaires. Et puis j'y mets des basses pressions pour passer l'hiver avec l'engrais. Ouais, pour passer. Les basses pressions, cette année, je les ai mis sur celui-ci. D'accord, sur le 140 chevaux, parce que le 100 chevaux, l'inconvénient des basses pressions, c'est que dès que ça monte, eh ben, ça coupe le moteur. Ah bon? Ça l'étouffe, tu veux dire? Ah oui, je peux pas rouler. T'as remis les roues étroites, ok. Oui, parce que la luzerne, il va falloir que je fasse l'insecticide avec le bord, avec le manganèse, mélangé. Donc les roues étroites, eh ben, ils sont jusqu'à temps que ça soit fait. Ok. 1056. Il a combien d'heures celui-là? 12 000, je pense. Ouais. Elles sont grandes les rampes. C'est un 24 mètres ça? Oui. Ouais, ça les fait percher. Mais bon. C'est l'inconvénient. Ouais. Mais si je les rabaisse, la partie ne souffle plus. Voilà, ça c'est le type d'endaineur qu'il n'utilise pas sur la luzerne, Jean-Bernard, car ça va effeuiller, ça va être plus violent que l'endaineur que vous avez vu faire avec le pick-up. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'action sur le fourrage, c'est par définition la même chose. Un endaineur, ok. Là, on avance plus vite, c'est pas pareil, quoi. C'est pas du tout le même... Ouais, c'est pour les autres fourrages. Alors, je fais un andin, je fais travail en aller-retour. Je fais un aller, je fais un retour. Là-bas, je la laisse en l'air et je fais 2 andins. J'essaye de faire 2 petits andins côte à côte. Tu sèmes tes céréales? J'ai la rotative et puis sinon, j'ai un déchômeur à disque rapide que je mets dessous. Mais la rotative, elle me sert occasionnellement. Donc oui, tu vas mettre plutôt des disques. Un déchômeur rapide, c'est des disques indépendants ou des disques indépendants. Et puis hop, tu vas travailler le sol un petit peu. Un rouleau spécial pour... il tasse bien la ligne de SMIC chaque disque. Et comme ça, le disque, quand il passe, le sol est bien appuyé. Ouais, et puis ta graine. Les roues plombeuses derrière, qui rappuient encore. Et pour faire lever le colza, en général, je suis... Ouais, t'es bon. Je suis pas ennuyé. Et le tendeur, c'est ça, c'est un ressort. Et ben là, je les ai décomprimés parce que quand il est par terre, oui, il vaut mieux pas que ça comprime. Mais sinon, je tends là au premier cran, quoi. Et là, quand on met là, ça appuie, ça tend. Et l'élément, il peine à remonter, donc il est obligé de... Il terre bien, oui. De semer, oui. Solitaire, Lemken, solitaire 9, ok. Je fais une petite préparation et ensuite derrière, ça me permet de rouler, de faire des débits, des hectares par jour, quoi. Ouais, t'as acheté un semoir monograine il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui. Là, tu veux semer donc, avec tes maïs, parce qu'avant, tu les faisais faire par une entreprise? Non, j'avais un 4 ans. D'accord, là, tu es passé à 6. Et cette année, je me suis lancé dans la betterave fourragère. Donc, la chambre m'ont dit qu'il fallait semer à 45. Et ton 4 ans? J'ai pris la décision d'acheter un semoir qui serait de 45, de 40 à 60. À 80. Ouais. Puis tout de manière un peu assistée hydraulique ou... Ouais, tous les éléments se décalent. C'est juste des hybrides. D'accord. Et là, j'ai semé mes tours de sol en 50. D'accord. Et la cuve en grès... Ah ben là, voilà, il met de l'engrais qui peut être semé par le semoir derrière. Et puis tu as des microgranulateurs. Là, tu peux mettre de l'antitopin. L'antilimace ou le microgranulé, oui. Ok. Mais non, mais je me sers plus de la cuve engrais pour localiser l'engrais avec le maïs sur le rang. Ok. Tu mets une tonne là-dedans quasiment, non? 2 big bags, oui. Ah, dis donc. Enfin, j'ai pas essayé. Théoriquement, bah oui, c'est... Et tu mets quel tracteur dessus? Tu mets sur le 145? Le 120 sur la calafourche qui est dehors. D'accord. Le mix 120 qui a cassé cette année. Bah, je vois un épandeur en grès. Oui, avec un Fiat 70-90. Mais il y a plein de tracteurs. Un 70-90, ok. Et dedans, je mets un big bag et demi dans le semoir. Parce que 2, ça fait juste. Oui. Non, mais 2 il lève, mais... avec bag et demi. Donc là, j'ai mis l'azote dans les maïs là.
c'est soldé. Bah là, on a le tracteur le plus récent de la ferme, je pense. Ouais, Dernier acquis, ouais. 924, c'est quoi les caractéristiques de ce tracteur en chevaux? Eh ben, il fait 240 chevaux. Tu fais quoi comme travaux avec? J'ai acheté ça parce qu'avant je faisais une location de tracteur parce qu'on a du matériel en copropriété et en CUMA. Et on a un matériel de 6 mètres à l'arrière. Donc il fallait louer les tracteurs. Quand tu louais, ben, c'était toujours revisé puis ça ne marchait jamais. Donc ça m'a agacé, j'ai trouvé ça d'occasion. Tu vas des fois préparer le sol avec, non? Tu mets un outil lourd des fois derrière, non? Ça arrive qu'il sème en 3 mètres et parce que le 140 chevaux ne peut pas se mettre en 3 mètres des fois. Ah oui. À l'avant, j'y mets l'ameubisseur, oui. Sidan Michel. Oui, ça l'occupe un peu. À l'arrière, j'ai le combiné. Bref, ça l'occupe quoi. Oui, ça l'occupe sûrement. Oui, parce que vu qu'à l'avant, c'est meuble, tu perds de l'adhérence en plus. Donc bah là, on a l'état d'ensilage. Là, c'est l'ensilage de l'année dernière avec du maïs au-dessus un peu et puis de la luzerne en dessous. Oui, il y a un peu les deux fourrages. Je vous mets les valeurs ici affichées à l'écran du tas de luzerne. C'est ça hein, la valeur. De celle-là, oui. Donc celle de l'année dernière. Les valeurs du tas de cette année que vous avez vu Jean-Bernard faire dans la dernière vidéo, on les a pas encore parce que le tas n'est pas ouvert. Mais je vous affiche les valeurs du tas là. Parce que ça a intéressé certains d'entre vous. Ouais, il y avait pas mal de questions par rapport à la ration. Est-ce que ça tu pourrais nous en dire? J'y connais rien. On s'était posé la question combien je mettais de luzerne dans la ration. Ouais. Ça, il faut y aller progressivement. Après, c'est à chacun de voir sa ration. Il faut y aller tout doucement. Et puis, il faut regarder, je ne sais pas si c'est un éleveur laitier, il faut regarder le taux d'urée qui dépasse pour les 300 à peu près. L'urée, c'est il y a de l'azote, c'est l'azote, hein, c'est ça. Il faut y aller progressivement au début. Il faut mettre un tiers à peine. Et puis après, c'est suivant les bouses, si elles sont molles ou pas. Si elles sont molles, il faut en enlever. Si c'est pas mou, il faut en rajouter. Et quand tu dis à l'œil. Et quand tu dis au début, c'est au début quand c'est une génisse, une jeune vache? Au début de la ration. Au début où tu vas lui apporter ça, hein, d'accord. Pour pas. Il y a la transition, il y a 3-4 jours de transition. Puis après, c'est à gérer. Je sais pas, moi j'ai l'habitude, donc à l'œil, je vois s'il faut en rajouter, en enlever. Donc, principalement, là aujourd'hui, je mets une tonne dans le bol. Donc le bol, c'est la mélangeuse qu'on a vu tout à l'heure. Le mélangeur, ouais. C'est 2 vis, on verra ça plus tard quand on fera une ration hivernale. 400-500 kg de luzerne et le reste en maïs. Et après, je rajoute du concentré pour faire une ration complète à l'auge. On va avancer aux vaches. Et là aujourd'hui, Jean-Bernard m'a dit viens sur la ferme, on va faire découvrir aux génisses les prés, parce qu'elles ne sont pas sorties encore depuis qu'elles sont nées. Voilà. Et c'est toujours un moment particulier, voilà, elles sont 10, 11 à sortir. Et ça demande pas mal de main d'œuvre et de surveillance, parce qu'elles sont souvent contentes et agitées. Et parfois c'est sportif pour l'éleveur, parce que elles traversent les clôtures. Donc il s'est organisé pour que ça se passe bien. Elles sont là du coup? Oui. On va faire que aux vaches. Ouais. La fosse à lisier, là. Ah oui, là, ok, on a le lisier là. Avec un brasseur. Les déjections des vaches sont sur caillebotis. Oui. Et alors pourquoi il y a de la litière de paille? C'est qui tu mets sur la paille? C'est les génisses? Non, les vaches aussi. Et c'est pas toute la plateforme qui est sur caillebotis? Non. Il y a juste tout qu'on mange. Et c'est souvent ou à mange ou à fond des déjections? Non, peu importe. Et ben là, à mange à Bouze, à Azurine là. Ouais, ici à mange ici, et puis, ok, caillebotis est là, et c'est là. Et l'air paillé est derrière. Ah d'accord. Donc là, l'air paillé est fermé. La pailleuse avec un autre tracteur qui a attelé encore dessus aussi. Pailleuse botte cubique et puis botte ronde. Enfin bon, elle marche mieux en botte cubique que botte ronde. Mais bon. Un autre petit tracteur, d'accord, ouais, botte cubique. Et puis un Fiat, c'est marqué dessus, 640. On mange le matin et le soir la ration. La ration que tu auras apportée là, qu'avec le quad tu pousses un peu de temps en temps. C'est ici que le quad intervient. Et puis elles sont au pré à cette époque-là de l'année, toute la journée, à part le matin et le soir. Le matin après la traite, je mets l'ensilage pendant la traite. J'ai quelqu'un qui traite. Et à mange,
Après, on les met dehors parce que pour qu'à pâture, pour que la ration coûte le moins cher possible. À pâture, et le soir, après traite, elle remonte en silage, et la nuit, elles repartent. Ah oui, la nuit, elle couche pas là. Ok. Non. Avant encore au pré. Le repaillé est fermé, j'ai fait un vide sanitaire là, pour les repailler. Donc quand il fera vraiment chaud, et puis au moment des mises bas, à partir du 14 juillet, s'il fait vraiment chaud, ben, on les mettra sous le bâtiment, on ouvrira les portes, tout, on ventilera. Puis, Du coup, elles sont rendues là-bas à son derrière. On en voit. Et t'es entouré de bois ici. Entouré de forêt, oui. Ouais, là, on a vraiment un massif. Ça parcourt tout le long. Et tout est clôturé pour clôture gros gibier. Et entre la dernière vidéo qu'on a fait ensemble et puis aujourd'hui, tu as un petit peu une restructuration de la main-d'œuvre. Tu vas manquer de quelqu'un bientôt? Ben, la fille que j'ai s'en va aux études, elle retourne aux études, donc je suis à la recherche d'hommes ou femmes pour m'aider à plein temps. À plein temps, ok. C'est pas que pour le matin ni pour le soir à la traite, c'est vraiment 100%. Ah bah, oui, parce qu'il y a l'aliment à préparer, il y a plein de choses à faire. Et c'est que pour les travaux de... Il y aura des travaux de tracteur aussi ou c'est vraiment... je pense plus occasionnel. Ok. Ça sera plus moi qui fera. Bah, c'est important, puis c'est vrai qu'au niveau main-d'œuvre, c'est pas, ma femme pas compliqué. Travaille à l'extérieur, oui, j'ai pas présenté l'exploitation. Ouais. Non, on peut en parler maintenant. Ouais. Oui, après tout. Donc, je suis seul sur l'exploitation, ma femme travaille à l'extérieur. C'est pour ça que certains ont dit que j'avais du matériel et tout. Bon, bah, c'est vrai que ça fait un plus. Et l'inconvénient, c'est qu'en main-d'œuvre, je suis limité, quoi. Il y a 125 hectares, 50 vaches laitières. Donc, sachant qu'il y a un site ici de 50 hectares, un seul tenant autour des bâtiments, c'est pour ça que je fais pâturer. Les vaches tournent les prairies, je peux faire des rotations. Et j'ai 25 hectares sur Clion, qu'on a encore connu sur la vidéo, donc j'ai repris les terres familiales là-bas. Et puis sinon, je me suis agrandi par ici, mais il y a 5-6 km de route, donc c'est des parcelles, rotation, maïs, blé, plus pour les stocks fourragers. J'ai installé l'eau dans les prairies, parce que courir de l'eau, c'était un travail monstre. Alors, et puis des fois, ça en manquait, et puis des fois, ça débordait, donc ça allait pas. Donc, j'ai pris la décision, avec quelqu'un qui a une pelleteuse, et de temps en temps, c'est encore pas fini, mais bon, on est toujours en travaux. De temps en temps, on fait une tranchée, et puis je mets du sable autour du tuyau, d'un tuyau d'eau, quoi. Et puis et après, c'est recaché, puis le réseau est enterré, et je ressors par des buses béton avec un robinet, et puis là, on branche le flotteur, un bac à eau, un flotteur, et puis les vaches ont de l'eau. On continue, quoi. Ouais. Quelle organisation. Ok. Donc, concernant la main-d'œuvre que va rechercher Jean-Bernard, si vous voulez, si vous êtes intéressé par venir le voir, puis surtout travailler avec lui, travailler pour lui, je vous mets son mail dans la description, juste en dessous. C'est dans combien de temps que tu seras demandeur? D'un coup de main. Je cherche déjà quelqu'un d'opérationnel. Je cherche pas un débutant, parce que bon, là, c'est la troisième personne que j'apprends, et c'est usant, parce que tu apprends, puis après, derrière, ça s'arrête, donc il faut quelqu'un d'opérationnel, parce que là, ça va être pour fin août, oui, à partir de fin août, et puis tout le temps après, quoi. Bon, on va filer voir au Génis. Allez, ouais, parce qu'on nous attend, là, parce que nous, on bosse pas. Il y a mesdames qui sont déjà sur la tâche. Ça, le lâcher des génisses, parce que les jeunes vaches, on les appelle des génisses. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, elles sont souvent très contentes. Donc les voici. Elles ont quel âge, ces génisses? Là, elles auront 1 an à partir du fin juillet. Donc là, on les a habitués déjà un peu au fil. Il y a 15 jours, on a installé un fil avec un petit ruban sur 2 faces. Pour les habituer déjà que quand il y a un ruban, déjà ça s'arrête. Puis après, au pré. Comment c'est installé, puis comment j'ai pratiqué. Et sinon, à côté, il y a un autre vache-tarie là. Là, c'est 4 vaches-taries qui vont aller au pré aussi. Cet après-midi, on va les mettre parce que la bétaillère sera sale. On en profitera pour les mettre. Et tarie, ça veut dire quoi, une vache tarie? C'est une vache on a arrêté la lactation. Et puis là, elle va être au repos pendant 2 mois. Avant la mise bas. Voilà.
Donc les colliers, c'est des colliers de rumination que tout le monde a. Ouais. Et ça, on expliquera plus, on approfondira plus ça cet hiver. Ouais. Et c'est des colliers rumination, donc des fois, ça arrive qu'elles ont des problèmes au tarissement. Donc ça veut dire ça me l'indique au tableau tout de suite, la vache, si elle a un souci ou pas. Le détecteur va par définition le détecter. Il y aura une alerte, ok. Oui, une alerte, et là il faudra intervenir, soit à commencer à faire une mamite, ou soit... D'accord. Elle l'a pas, parce que tu n'en as peut-être pas assez des colliers. Ok. Et du coup, ça fait pas beaucoup de mise bas pour bientôt? Parce que là, tu en as 11. Si, il y en a déjà... ah oui, il y en a déjà d'autres. 7 auprès. Ah oui, 7 qui sont taris. Ouais. Et tu auras... Et ces 4 là partis, je cure à chaque fois parce qu'on ne sait jamais au niveau infection. Ah oui, tu cures la litière taillée. Ouais. Et après, j'en ai 6, je pense, à retarir. Et tu essayes d'étaler les mises bas comme ça? Non. Ah non, je regroupe. Donc c'est même si voilà, même s'il y a des petits groupes, ça reste groupé sur l'année. Ok. Oui, et là, ça va veiller de mi-juillet jusque le plus gros jusqu'à fin septembre. Après, j'ai un peu d'étalement. Et celles qui reviennent pas, qui sont vides, au bout d'un moment, je les laisse vides à fond de lactation longue et je les reprends l'année suivante. Ok. Derrière, Jean-Bernard, tu as des petites cellules, des petites, tu as du grain, j'imagine. C'est le stock céréales. Avec le travail que je fais, aplatissage du grain. Donc là, le fait, ce petit engin vert là-bas permet d'écraser la graine, ça la rend digestible plus rapidement. Plutôt que si on avait un grain de blé ou d'orge avec sa coque, eh bien, le fait mécaniquement qu'il soit déjà explosé, c'est assimilable plus vite et plus facilement pour l'animal. Et comme on est là, tout à l'heure, je disais les plaquettes des boîtes carrées, ça fait ça quoi. Ouais, c'est facilement détachable. Ça fait des plaquettes comme ça quoi. Ouais, je vois. Ouais, et puis tu peux facilement... On balance ça dans l'eau avec une fourche et puis c'est plus vite soigné qu'une boîte ronde parce que la boîte ronde, ça fait un temps là. Ouais, puis tu en prends un bout, c'est tout le reste qui vient. Ça tombe partout. Je vois. Et on va jeter un coup d'œil au stock céréales ce moment-là. Ok. Bah oui. Ouais, céréales, donc c'est du blé et de l'orge principalement. Ah oui, la question était posée aussi, je me rappelle. Ouais. Savoir si je faisais du métail. Ouais, donc métail, pour dire, c'est un mélange de plusieurs variétés de plantes, hein, c'est ça. Ouais. Alors donc le pois et la févrole sont cultivés à part. C'est moi qui remélange au niveau de la vis. J'ai une vis avec un grand auger qu'on va voir là. Et je mets une remorque à la vis. Après, je mets une toute petite vis avec une autre remorque à côté. Pour d'autres graines. Je vide les deux remorques ensemble. Et je fais mon mélange pois, févrole dans ma cellule. Donc la vis, c'est celle-ci. J'ai une remorque que je mets là, que j'installe là. J'ai l'autre vis là-bas sur chariot aussi, que je mets en côté là. Et avec l'autre remorque que je rebenne, et puis ça mélange. Et après, je mets ça en cellule. Bon, comme ça, tu mélanges, ok, tes grains. Sinon, le métail que je fais, c'est du métail en silage. Ah, le métail, c'est un mélange en verre, donc en silage. Et tu mélanges quel type d'espèce Eh ben, souvent, c'est avoine d'hiver. Avoine d'hiver, l'avoine que je prends chez un voisin, je pas là. Pois, c'est du pois fourragé souvent que je prends. La févrole, je vais arrêter parce que ça fait de la grosse tige et niveau encombre, ça encombre et puis niveau digestion, ça fait pas de lait pour moi. Voilà, et je vais essayer la veste. Genre, en théorie, où les jeunisses vont aller là dans le pré, vous allez voir, c'est du régras italien qui est le pré est foutu donc. Donc si je refais c'est un métail sous couvert de prairie. Comme ça, quand je ramasse mon métail, la prairie s'installera. Et... Ah oui. L'aplatissage des grains, c'est ici. Ok. Alors, un petit boisseau qui me sert pour les jeunisses, pour les faire démarrer. Celui-là? Oui. Donc, c'est tout simple. Un ancien fût à huile. 4 roulettes mises dessous. Ébarbé là, coupé, ébarbé. Ouais, c'est propre. Ça roule sous le boisseau, on charge, on retire, on reprend la pelle, on pèse. Au lieu d'avoir des fois, parce que tout ce qui frotte par terre, ça s'use et tout. Là, ça roule, ça baigne pas, ça coûte pas cher. Ouais, bien joué. Bon, c'est souvent ça, hein, le métier,
C'est du petit matériel, mais des bonnes idées surtout. Okay. Alors là, j'ai deux cellules. Une 400 quintaux, une de 250 quintaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? À gauche, dans la plus grande, j'ai du blé. Dans celle de droite, j'ai pois févrole de mélanger. Et là, cette année, il y aura que des pois parce que c'est des pois de l'année dernière qui me restent en stock. Donc, ils vont aller dedans, les cavettes vides. Ensuite, j'ai une bascule de 10 kg qui pèse 10 kg par 10 kg. Ouais, justement, toute. Je compte. Ça se déclenche. Ouais, je vois. Chaque fois par 10 kg, ça descend et puis ça fait ça, quoi, ça se déclenche. Donc, il y a juste à compter. Donc là, hop, ça a déclenché le blé. Là, tu comptes manuellement, non? Ouais. Ouais. Et puis en fonction de ce qui arrive, blé ou orge, et la quantité que tu veux par 10 kg, hop, ça mélange dans la vis. Ça tombe là, la vis reprend là-bas, finalement ça s'appelle à la minoire. C'est deux rouleaux qui tournent l'un contre l'autre. Alors il y en a qui se trient dans un sens, l'autre dans l'autre. Ouais, ça éclate. Ces deux stries qui, ouais, ça explose le grain. Niveau digestibilité, c'est ce qu'il y aurait le mieux. Et en termes de rendu, le grain éclaté, il est là? On peut l'avoir là ou pas? Puis le mélange fait quoi? Okay. Ça c'est une VL reconstituée, c'est-à-dire c'est un aliment de production pour vaches laitières reconstitué. Okay. Alors là-dedans il y a du blé, du correcteur azoté et du minéral. Okay. Le minéral c'est phosphore, calcium et puis vitamines. Alors une fois laminé, ça tombe dans la réserve en dessous. La réserve en dessous contient la réserve au-dessus. D'accord. Elle est plus grande, mais comme c'est floconné, c'est laminé, ça faut avoir plus de volume. J'ai des arrêts automatiques sur l'appareil. Ça marche par pression hydraulique. Il faut marcher à peu près à 50 bars. Une fois que la cuve en haut est vide, ou celle du bas est pleine, l'un ou l'autre, des fois ça arrive, il y a une sécurité, ça coupe tout. Ensuite, on ouvre la trappe en bas, la vis Galva bascule dans une ancienne mélangeuse à porc que j'avais acheté d'occasion. Là, j'incorpore le minéral et ça se remélange par une vis horizontale et une vis verticale. Je fais faire un circuit de 4-5 minutes. Ça tourne, ça se mélange. Ensuite, une fois que c'est fini, j'ai une vis horizontale qui décerne les boisseaux. Donc, j'ai 3 sorties. C'est là qu'il ne faut pas se planter, il faut ouvrir la bonne sortie. Parce que tu isoles différents nutriments là. L'aliment, ici, là, c'est l'aliment jaunisse reconstitué de céréales, soja, minéral, que je mets ici. Ouais. Et ici, c'est que pour les vaches laitières, c'est l'aliment, c'est céréales, pois, févrole, laminé avec du minéral. Que je mets ici. Je trouve que ça fait pas beaucoup en quantité, tu dois le remplir, faire la méthode tous les 8 jours. Tous les 8 jours. Okay. Ouais. Ça dépend là, on est la quantité que tu mets. Quoi. On a le niveau. Ok. Ouais. Et puis l'autre Et puis là, c'est marqué TX, c'est le tourteau, c'est le correcteur azoté. D'accord, du tourteau. Okay. Lui que je prends dehors avec 2 vis, au boisseau dehors, là, qui est là. C'est tourteau de quoi donc? Soja. Donc le boisseau est là dehors, je mets 2 vis. Okay. Que je retransvite dans celui-ci, dans ce cône là, vert. Ouais. Ok. Je charge et tout est sur. J'ai 3 pesons. 3 pesons qui servent à peser. Ah là, tu sais exactement le poids qu'il y a dans. Ouais, c'est appui. Ah d'accord. Attends, je vais faire mon pied. Ah ouais, l'IPN est sur capteur. Vous voyez qu'avec le fil, pour reprendre ça, on verra cet hiver au niveau rationnement, quand je ferai une ration, on verra plus comment ça fonctionne. Donc je charge mon bol d'ensilage, je le recule à un tuyau dehors, sous le tuyau dehors, et ensuite j'ouvre mes trappes. Ok. J'ouvre les trappes, je prends le poids, je prends la calculette, et tout est écrit sur le petit tableau noir là. Là il y a le nombre de vaches écrit. Là, il y a les quantités de correcteurs azotés, soit 1,1 kg, soit 1 kg. On varie suivant l'état des bouses, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est des céréales. Et ensuite, il faut déduire ou rajouter soit 11 kg, soit 9 kg. Parce que dans la vie, c'est soit du tourteau, il en reste 11 kg dedans,
soit celle du milieu, la céréale, il en reste 9 kg. Ah, c'est le poids en vis, ouais. Ah, tu comptes même le poids qui reste dans les... Dans la vis. Sinon, on ne tombe jamais juste. Les génisses qu'on va voir tout à l'heure, vous voyez, elles sont là. Elles sont au nombre de 11. Génisses de l'année 11, et c'est elles qui vont sortir au près tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a 2,5 kg de blé. Ça, tu raisonnes par vache, c'est ça? Par vache et par jour? Ouais. Il y a 2,5 kg de blé. Pois févrole, on a arrêté parce qu'en son pâturage, donc il n'y en a plus besoin. Carbonate de calcium, c'est du calcium. Parce que le minéral n'est pas assez enrichi en calcium. Le quoi? Le minéral. Le minéral. Ah oui. Le phosphore calcium, il n'est pas assez enrichi en calcium. Donc tu rajoutes un petit bout là. Donc on en rajoute 70 grammes que là, on n'en met plus parce que avec l'herbe, il y en a assez. Et le CMV, c'est le minéral que je dis en question, 200 grammes. Alors une ration hivernale, le blé, c'est 1 kg. Au pois févrole, on rajoute 1 kg. Carbonate, 70 grammes. Et après, le minéral, 200 grammes. 2,27 kg. Et puis là, on a 2,7 kg. Après, c'est le nombre de vaches qu'on a. Il y en avait 52, il y en avait 51. Après, le nombre de jours. Comme ça, quand on pèse, on prépare. S'il faut préparer 890 kg, là, il y a 893. Pour 8 jours. Par 10 kg. Ouais. On arrondit à 890. On laisse un petit peu couler. On déclenche manuellement. Même que ça fasse 895. Et après, ainsi de suite, on charge. D'accord. Ouais, pour faire tes lots. Donc tout ça, la personne que je recherche, ça sera à faire. Okay. C'est pas sorcier. Il faut juste comprendre le système de fonctionnement. Puis, Super. Les génisses, la VL que je disais tout à l'heure, là qui est dans la brouette grise. Donc c'est une VL, au lieu d'acheter l'aliment tout fait, c'est l'aliment reconstitué. Donc pour 405 kg, on met 223 kg de blé, 162 kg de soja, 20 kg de phosphore calcium, et ça fait 405 kg, et ça fait une VL achetée du commerce qui revient beaucoup moins cher. Okay. C'est tout. Et ça, là, on sait ce qu'on met. Quelle organisation? Il faut que tu saches où tu en es dans tous tes stocks de chaque aliment. C'est incroyable. Alors le peson, il sert à quoi? Vous allez me dire, il n'est pas à 0. Ouais, t'as la tare de ton... Là, on prend le seau. Et là, tada. Et là, il est à 0. Là, tu vas peser tes minéraux? Non. Qu'est-ce que tu vas peser? Là, quand on met pour les génisses, mettons, les génisses de l'année, elles ont 11 kilos. Donc okay. 11 kilos, là c'est à 0. Mais donc il y a 2 seaux, ça fait 5,5 kg par seau. Et qu'est-ce que tu mets dedans? Ah oui, l'aliment VL que tu as reconstitué. Ok. On prend la pelle à main, on revide dedans. Et c'est hyper précis. C'est tout ça. Et voilà. Okay. Bon, puis cet hiver, on expliquera la ration hivernale parce que là, elle sort. Donc, le rendez-vous est pris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Tu pourras même y répondre dans les commentaires si tu veux. Oui, après, s'il y a vraiment des questions à approfondir, je peux le faire. Si je sais y répondre, après. Alors pourquoi le soja Pourquoi le soja? Parce qu'il y a sûrement une question. Oui, pourquoi le soja? Donc j'ai fait, c'est soit soja pur, soit mélange soja colza. Mais par contre, je suis en soja ordinaire parce que le non-GM, pour moi, on a déjà fait la traçabilité et c'est non rentable. Je mange plus d'argent avec le non-GM que du soja normal. Ouais, n'importe. Alors, on a fait plusieurs fois, ça passe pas financièrement, donc moi je continue comme ça. Est-ce que le févrole et pois pourraient remplacer un peu Oui, elle remplace, mais pas à 100%. On en met moins, mais ça aide, et ça amène des UF et des protéines, la févrole et le pois. Et tu peux pas remplacer tout ce soja par févrole et pois? Non. Au niveau énergétique Si, énergie, j'en aurais trop, mais tout ce qui est azote, j'en aurais pas assez. Le soja a un bon équilibre là-dessus? Ah bah il est très riche en azote, donc okay. Des fois dans l'hiver, quand j'ai une opportunité, que le colza est un peu moins cher, je fais soja colza, je mélange les deux. Tu mets du colza, ok. Bon, je crois que les génisses sont à nous attendre. Donc là, tu vas atteler la bétaillère sur le CVX. Donc il y a un petit peu de chemin pour les transporter. Elles ne peuvent pas y aller
À pied, donc il va prendre la bétaillère. Il y a 2,5 km à peu près du siège de l'exploitation. Ok. Donc on va prendre la bétaillère. Il y a un tour à faire. Ouais, tu fais qu'un tour avec les 11 et puis un autre tour pour les taris. Les autres vont aller sur le site de Clion dans les prés, ok. En dessous de la luzerne. Voilà, on va voir que les génisses. Merci. Le compost qu'on disait, il est là, il est en train d'être élaboré. Alors là, le premier andin, c'est du fumier frais avec des déchets de maïs qui chauffent, que je jette. Ça n'a jamais été fait. L'andin du milieu, il a déjà été composté une fois. On voit la différence. Ça a perdu en volume, que je vais faire une deuxième fois prochainement. Et celui-ci, c'est un fumier frais aussi qui n'a jamais été composté. Ok. Donc il va être composté, après il viendra comme celui-ci. Ouais. Et ça perd en volume. Ça perd 3 fois le volume. Là, tu as tes maïs ici. Et les maïs, on voit, ça n'a pas été labouré et on voit pas de fumier sur la terre. Ouais. Et j'étais à 10 tonnes hectares de compost. D'accord. Juste travailler là-dedans et semer. Et vous étiez nombreux aussi à vous demander où est-ce que se situait l'exploitation de Jean-Bernard. On est donc en Indre-et-Loire, dans mon département, mais surtout sur la commune de Sainte-Hippolyte. En limite de Locher-sur-Indre et de l'Indre, la commune de Saint-Cyran-du-Jambeau qui est à côté. Ouais. Donc je suis vraiment en bout de commune de Sainte-Hippolyte. Je suis à 7 km de Bourg. Ok. Et puis ouais, le travail d'endénage et d'ensilage, on était là sur Clion, c'est ça, ouais. Clion et Châtillon-sur-Indre. Clion. C'est plus Clion, ouais. Ouais. Okay. Donc certains qui m'ont aidé, c'était des céréaliers. Il y a quelques éleveurs à qui je rends le temps. Et les autres, c'est des céréaliers que je paye au temps passé, puis ils font une facture. Et puis... ouais. Donc la littorale, c'était un céréalier. Voilà. Okay. Bon, on va atteler la bétaillère qui est derrière, ce qui est jaune. Je descends Jean-Bernard, puis je te regarde d'en bas. Ça marche? Oui. Donc pour les génisses, les 11 génisses, il n'y aura qu'un tour à faire, elles vont pouvoir rentrer toutes à l'intérieur. Il y a aussi une particularité, c'est qu'elles n'ont jamais été chargées dans une bétaillère. Donc pour l'animal, ça sera sûrement un moment de stress et puis pas mal de surveillance pour l'éleveur. Bon, c'est attelé. C'est attelé, ok. On va la lever, on va remettre la sécurité route pour la suspension. Parce que du coup, c'est une bétaillère pose au sol. Ouais, derrière, tu peux la poser ras au sol, c'est ça? Par contre, une fois chargée, il faut vite faire le haut près, donc on n'aura plus le temps de faire des commentaires. Ah non, bah moi je te suis. Après, à son dedans, elle bouge dans tous les sens. Et tant que ça roule, ça bouge pas, mais dès que c'est arrêté, ça bouge. Puis ça peut se faire. Et celui qui tombe, ben après c'est foutu. Donc, Alors vite fait, on fait le matériel. Je m'en sers parfois pour semer des prairies ou pour faire des prairies des fois. Ok. Je donne un coup de disque et puis je sème vraiment superficiel. Un peu rotative et puis... rotative, semis vraiment entre le... Oui, hop, ça tombe derrière, ok. Et puis après des herses pour recouvrir, pour ouais, super. remelcher un peu. D'accord. Ouais, on est sur un semis simplifié. Ok, presse à botron. Liage, filet, ficelle. Conservateur pour quand il en faut, et sinon elle a le système Rotacut. Elle a le système quoi, tu dis? Rotacut, elle a les couteaux, je coupe le foin. Ah, ça peut, oui, rémincer un peu le foin. Oui, je coupe tous les ça, il y a un couteau. Okay. Donc tout ce qu'un botron qui est enfilé, c'est l'herbe qui était coupée. Ok. Systématiquement, je coupe. D'accord. Puis après, il y a le pince avant, l'ameublisseur. Alors des fois l'ameublisseur, ouais, je m'en sers pour avant ton combiné de semis. Je mets le petit paquet derrière l'ameublisseur, des fois pour préparer avant un maïs. Ouais. Mais par contre, il faut tenir en levage parce qu'une fois j'avais ce petit paquet qui tenait l'ameublisseur. Ah oui. Hop, alors le champ. Ah oui. C'était mon petit paquet et il faisait ça derrière. Je ne m'étais pas aperçu, puis alors après vous semez. Alors maintenant, je tiens l'ameublisseur au relevage un peu.
petit paquet, il rappuie et la fraîcheur, il faut garder la fraîcheur. Et j'ai gardé mon vieux saumon en ligne au cas où. Ouais. Si l'autre tombe en panne, j'ai encore la solution. Ouais, bah t'es comme moi. Au cas où. Donc ameublisseur, voilà, dans Michel, ça permet de décompacter en profondeur les champs qui le méritent. Sans mélanger la terre. Voilà, sans mélanger les profils de terre. Ok. Et que tu vas pouvoir atteler à l'avant ou à l'arrière. Ouais. Voilà, tu peux adapter. Faut tourner les dents ou c'est comment que tu fais? Ah bah c'est un attelage, il faut le télescopique, il faut mettre un attelage. Ah oui, tu rajoutes un attelage là. D'accord. Là, ici, là. Ah ok. On met un attelage là, ça on vire. Ok. On met deux roues folles à prise là. De prise devant. Enfin, ouais. deux roues folles, deux roues qui tournent un peu. Oui. Prise devant. Puis tu peux l'atteler à l'avant. Là, quand ça rentre jusqu'à ici, là. Déjà là, il faut les chevaux. Ouais. Là, le 140, il est pas assez costaud. Là, il faut le 940, le 240 chevaux. Le 924 dessus. Le 924, ok. Parce que là, celui-ci, j'ai essayé, je fais 32 litres à l'heure et je fais pas nectar à l'heure à ce moment. Ouais. Ah, et l'autre est... Et il est au taquet. Enfin, je vous la 7 à l'heure, c'est grand max. Donc carbure, voilà, il a rajouté des petites plaquettes de carbure pour éviter à l'acier de s'user trop. T'as pas trop de cailloux ici, c'est sûr. Si, t'en as quand même. Et ouais. Ça va tenir, ça va. Ah bah ça tient, mais le souci c'est que sinon le montant là il se creusait, il s'usait. Ouais. Là ça usait le flanc là, alors donc carbure là. Ouais, et là, les pointes sont, on les voit pas mais elles sont carbure aussi. Au maxi, cette bétaillère, ouais, tu peux mettre combien de... Alors, génisse et pivage, ça doit être différent, mais... Ben, génisse une douzaine. Donc là, on va être bon. 5, 6 maxi, ouais. Pourquoi, s'il y en a une qui tombe, tu dis c'est foutu? Eh ben, c'est une vache qui tombe dedans. Mettons, on est à l'arrêt, elles sont chargées, on attend. Tant que la bétaillère roule, les animaux sont debout. Ils se tiennent, oui. Ils se tiennent. Dès qu'on a arrêté, c'est dedans, ça tourne, ça bouge, et c'est une qui tombe, mettons, ben, qui se couche, les autres montent dessus et... Elles sont du mal. Hein. Alors, on avait d'autres questions dans la zone commentaire par rapport au couvert, c'est-à-dire avant un maïs, donc entre une céréale que tu récoltes un été, et puis après le maïs que tu implantes plusieurs mois après, comment tu couvres ton sol avant le maïs? Donc, ce qui est sur l'exploitation, comme ici, là, le maïs qu'on voit à gauche, les vaches ont pâturé du colza fourragé associé à du sarrasin. Donc c'était un précédent orge, plus loin c'était un précédent blé. Donc derrière ces deux cultures là j'ai mis un colza avec sarrasin, ce qu'il faut mettre de culture. À l'automne 2020 quoi. Ouais. Donc j'ai fait des séparations dans la parcelle, j'ai clôturé le tour et les vaches l'ont pâturé. Donc après retravailler le sol, mis du lisier, mis du compost et refait un maïs derrière. D'accord. Ici, là, c'était un précédent, j'avais laissé les repousses de blé, tout. Ouais. Les vaches me l'ont pâturé aussi, ça, ici. D'accord. Mais bon, c'était moins bon. Et tout ce qui est ailleurs, dans les parcelles autres, souvent, je fais un trèfle, un carnat ou quelque chose comme ça. Et je laisse et je détruis au disque et ça refait de la matière organique au sol. Et ok. Partout qu'elles ne peuvent pas pâturer, je fais un trèfle pur ou associé avec d'autres choses, mais qu'elles ne pâturent pas. Tout ce qui est ici, j'essaie de faire pâturer un maximum, comme ça profite. Ouais, c'est proche de la comme j'ai accès à 50 hectares ici autour, donc et l'hiver, comme à l'automne, elles ont moins besoin d'eau, comme ça, pour la rigueur, je mets un bac avec la tonne et ça fait la fonction de la journée. Une fois chargé, on roule et puis on est parti. Donc là, je me sers des barrières. On déplie les barrières. Il y aura un monte pas. Donc là, tu es en train de créer un couloir. On va faire tout près pour la barrière. Non, c'est celui-là. Là, on a installé un fil avec un ruban pour les habituer. Là, ici, là. Ok.
Donc le poste de clôture, un poste à pile, il est dehors, avec un fil. Tu es habitué avec ça. Okay. Habitué à ça. Déjà, quand on voit le blanc, déjà... Et pourquoi là tu crées un couloir à l'intérieur, vers la sortie? Pour qu'on les canalise, pour qu'elles montent. Ok. Sinon, elles vont tourner en rond. Oui, puis elles vont jamais un petit peu... Elles vont jamais sortir. Ok. Déjà là, ça va être chaud. Bon, donc après la bétaillère, on la recule. On met les deux barrières pour faire un autre couloir. Ok. Et puis après, ça marche. Ça devrait mieux monter. Allez les filles, hop, montez. Hop, allez, allez. Ça va prendre le temps parce que là ils vont en jouer encore. Les filles, allez. Et hop. C'est bon, allez. Hop. Hop. Et venez là. Hop. Ouais, bah là, je vais te monter ce matin. Oh. C'est sûr, c'est une opération qui n'est pas simple. Leur enclos, leur habitat c'était ici et là on les fait sortir, on les fait grimper dans un matériel. Il y a une bonne marche à franchir. Donc là ça fait une petite dizaine de minutes qu'elles rentrent une par une, qu'une ou deux ressortent. Et là voilà, sur les 11, il y en a 8 de rentrées, il ne reste plus que 3 dehors. Alors la barre, on calcule. Oui, je crois qu'elle est importante là. Ah bah allons. Bon, ils y ont attrapé chaud. Le pire ne doit pas être fait. Hein? Le pire est pas fait. Enfin, moi je fais pas grand chose, mais ouais. Ça nous échappe. Bon, ça c'est fait. Parce que pour sortir, elles vont avoir du mal aussi? Non. Non. Ah non, ça devrait sortir, mais après ça va être... Ah, c'est pour autre chose, ouais, c'est pour après, mais yon là. Pâche. T'as grillé tes calories pour la journée. Voilà. Ah bah là. Il soulève pas de la fonte, Jean-Bernard. Allez, il n'a pas besoin. Chameau, il y a pas mal de zones là. Ah. Donc là on va se dépêcher, enfin Jean-Bernard va se dépêcher. Tu mets le courant est mis. Bon bah c'est bon. Ça c'est sport. Oui, c'est pas toujours compliqué comme ça je crois. Hein. Que tu arrives que ton écoute. Souvent... Et après, une fois qu'elle s'est habituée à sortir, après elle monte. En tant que mère, elle monte dedans après. Ouais, facilement. Oui, un pire c'est les jeunes. T'es en âge mon pauvre. Hop, un bout d'air frais, pas de trop. Hop, il y a la chaleur qui fait là. Ouais, la majorité était docile, elles n'avaient pas peur du plancher, puis d'autres, il y en avait trois. Trois rebelles. Trois rebelles, dis donc. Ah mais ouais, j'ai vu l'effort que vous avez mis, dis donc. Encore elles sont douces parce que des fois elles en mangent du coup de savate. Ouais. Tant que ça roule, ça bouge pas. Ça. Ouais. Et là le pré, tu les mets dans un pré spécifique, une herbe spécifique? Oh bah une herbe non, c'est un régras épier. Ok. Et sinon non, c'est un enclos avec un abri. Comme ça, c'est que mon temps, dans l'abri pour se mettre dessous. Et tous les ans, je les mets dans un même enclos. D'accord. Il y a la boire.
que c'est un ruisseau. Et il y a combien d'hectares? Il y a 1,5 hectare, mais la parcelle est coupée parce que au début ça va faire grand. Ah oui. Et parce que c'est quoi le souci s'il y a trop grand? Ah bah à copartie elle voit plus. Et puis fil ou pas clôture ou pas clôture. Ah oui, s'il y a trop grand, il y a une étendue et à fond. Ouais. Ah ouais. Ah, se disent il y a vraiment grand, donc avant au-delà de la barrière. Ouais. Même déjà là. Ouais, c'est bien assez. Ouais. Et on arrive au près. Et voilà leur premier prêt avec un régras qui est haut, qui est en train d'épier. Avec du rumex. Ah, il y a un peu de rumex. Ça va beaucoup. Ça ne le pioche pas beaucoup, ça. Ouais, bon, Avant un peu le croquer. Ouais. Ouais. Bon, voilà, on est dans un petit prêt temporaire, mais elles ont de quoi s'acclimater. Cette nouvelle zone de pâturage. Heureusement que tu fais pas ça toutes les semaines. Hein. Et une fois habitué. Une fois par an. Et là, le pire est à craindre. Donc là, ok, t'as bien. Je croyais que le pire était passé. Donc là, comme le disait Jean-Bernard, dès qu'on a arrêté, il y a un peu plus de mouvement dans la caisse. Faut que je me mette où, moi? À côté de vous? Je sais pas, on va voir. Normalement, le pré s'arrête en bas, dans le fond de la vallée. Ils ont mis un ruban blanc, mais j'ai l'impression qu'une est sortie. Ça va recommencer, je sens. Là, elle ne le touche pas. Non, mais on va voir quand on est limité maintenant, ça va être bon. Il y en a une qui s'est fait un peu prendre, donc
Ah bon, se passer le mot. Et quand... attention, la noire. Hop là. Elle s'est repris un coup de châtaigne. Oui. C'est vrai que le... Ça fonce, hein. Ah bah c'est... Elle voulait pas rentrer. Elle voulait pas rentrer, mais là... Puis dans la découverte, elle reste en troupeau. Hein. Hop là, ça pique. Comment tu le sens? On va expliquer comment j'ai fait comment j'ai installé la clôture. Oui. Donc fil barbelé, comme ça, s'il n'y a plus de courant, ça pique toujours. Avec un petit ruban blanc, juste un ruban non électrifié quoi, pour leur faire voir que le blanc alloie mieux, délimité. Donc piqué bois, tout le tour de la parcelle. Le long du grillage, j'ai juste mis un ruban électrifié avec un poste 12 volts avec panneau solaire. Pourquoi le panneau solaire? Parce que la batterie va me faire théoriquement la saison là, dehors. 6 mois quoi. 3-4 mois, oui. 3-4 mois. Sinon, la batterie, si pas de panneau solaire, toutes les semaines, elle est déchargée. Ok. Alors comment j'ai... Bon Ça va là, être bon. elle le On va voir, voit. elle se fatigue. Donc comment j'ai pratiqué? Donc j'ai un broyeur de 2 mètres que j'ai passé à l'intérieur de la parcelle. J'ai fait tout le tour intérieur fil. Des broussailleuses à dos sous le fil. Mais tu fais ça pas qu'ici aussi en plus. Et des broussailleuses avec un bras tracteur, un coup derrière le fil. Donc point de vue abreuvoir, j'ai un abreuvoir avant de descendre, on peut y avancer voir. Ah, vas-y. À descendre dans l'eau, j'ai fait des marches bétonnées, aménagées. Pour que... Et le souci c'est qu'au début, elles savent pas, donc je suis obligé de mettre un bac. Oui, ou elles vont piocher d'abord dans le bac, remplir. Ouais, bah, je suis obligé de le remplir d'eau, tout matin et soir. puis elles sentiront la rivière plus tard. Et tout doucement, je descends mon bac. D'une marche, 2 marches, et puis un coup quand ça habitué, elles descendent dans l'eau, puis après, ben, quand il fait chaud, elles se baignent les pieds dans l'eau et elles ne ressortent plus. Quoi. Mais au début, elles ne savent pas et elles ne veulent pas descendre par terre. Donc, parce que maintenant, on est obligé d'aménager les abreuvements. Donc, ben, c'est des marches béton que j'ai fait. Ah ouais, ben là, le fil est quasiment étendu. Ben là-bas, il est défait. Ouais, ben... Bah, elles ont foncé. Ouais, elles l'ont embarqué tout à l'heure un peu. Ouais, ouais, t'étais un peu devant, je crois. C'était chaud. Qui est passé. Ouais, bah, chapeau, hein, parce qu'il faut être devant. Hein. Donc voilà l'aménagement que j'ai fait. Donc là, on d'abord un petit peu. Du béton rainuré, j'ai mis un bac. Les habitués là, à ce taux-là, avec un seau que là. Je prends l'eau dans le ruisseau, puis tu vois, bah, parce que Ouais. les trains sont là-dedans, quoi. Ouais. Alors j'ai aménagé, j'ai fait des marches, comme ça, ben, des marches assez longues. Ceux qui veulent faire un jour, c'est des marches longues, comme ça que la genisse, elle est bien appuyée sur les marches. Ouais. Ça peut être une marche après l'autre, Ouais. tranquille. Ouais, puis ça se Et puis là, j'ai pas fait de marche, mais ça faisait trop haut pour descendre dans l'eau, donc j'ai refait une petite marche là. Ouais, puis ça se tient, c'est... Et puis tu sens l'eau, elle est bien, hein. Elle réfléchit, hein. Elle est bien. On va rester là. Donc après, bah, passe leur temps là-dedans, quoi, tant qu'ils sont habitués au frais. Parce que normalement, on n'a pas le droit de les faire boire au ruisseau. Alors moi j'ai aménagé comme ça, et ils m'ont dit bah, on n'abîme pas la berge, donc... Ah ouais, c'est surtout le maintien des berges. Ouais. Ok. Puis là, tu les canalises. Ah oui, puis les bottes sont trouées, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, ah oui. Fais gaffe au fil d'ailleurs, toi. Putain. Parce qu'il est pieds dans l'eau, le... Donc, et puis tu les canalises avec le fil pour pas... Voilà, faut garder les rives intactes. Sinon, c'est vrai que bah, les vaches avec leur poids, eh bien, affaissent les rives. Donc comme ça, t'es tranquille. Ah bah non, mais moi je touche pas au ruisseau, comme ça, bah, la rive elle reste propre. Voilà. Ouais, on a l'abreuvoir. Ok, chef. Il y a encore leur atelier à amener, la botte de foin, on va le faire après pour les surveiller qu'elles sortent pas. Et puis une auge, puis tous les jours, ben, ça aille le concentrer, puis tu viens les voir l'ensilage à manger, tous les jours. Puis là, ben, tant qu'elles ne seront pas boire là, ben, ça sera de matin et soir de complémenter ça. Puis quand elles seront bien boire là, ben, on le descendra à l'autre marche. Puis quand elles seront bien boire, ben, on le descendra dans l'eau.
Puis quand on aura mis le nez dans le ruisseau, ben, ça sera bon. C'est gagné. C'est gagné. Puis après, quand ils seront bien habitués, et ben, là, la séparation, on l'enlève, puis elles ont jusqu'au bout là-bas. Jusqu'au bout là-bas, c'est marécageux, j'ai des fontaines. Donc les premières années, je savais pas qu'elle savait pas boire là. Donc ce qu'elle faisait, ben, elle buvait dans une... Oui, c'était pas le ruisseau, c'était détaché un peu. Ouais, et puis c'était dégueulasse. Donc, faut lui remettre un piquet. Non, je vais couper le courant. Elles sont fatiguées là. Ouais, puis là, elle transpire, si elle se pique, c'est garanti là. Bah, là-bas, plus loin, après, là-bas, il y a de l'ombre. On va en trouver un bout, ouais. Et puis là-haut, à la cabane, il y a de l'ombre. Donc... Remets dedans, ouais, dans les piquets. Ah, bah, on a gagné de la longueur. Bon, il y a eu quand même un piquet de virée, puis... Deux piquets, oui. Deux piquets de virée, puis... Au milieu de la parcelle. Puis ça a détendu un peu la ficelle, mais... Elles sont pas toutes passées dans la brèche. Mais ça aurait pu être... Pire. Ça aurait pu être pire, et puis qu'elles partent là-bas, dans l'autre côté. On va raligner les piquets fer, maintenant. Remets le courant. Lâche le fil, là. Remets le courant. Bon, allez hop, on raligne ça, puis... C'est la première fois de leur vie qu'elles rejoignent une pâture. On les sent bien dans leurs sabots ici. Allez, il raligne la clôture. Il remet l'électricité. La matinée aux vaches. Au génisse, oui. Sportif. Mission accomplie, Jean-Bernard, bravo. C'est du sport, c'est pas simple. Hein. Mais bon, une fois habitué, après c'est bon. Ouais, une fois que la vache a fait cet exercice une première fois, c'est plus simple. Mais là, j'ai vu que c'était pas simple. Hein. Moi j'ai vu pire. J'ai vu péter la séparation du milieu, puis, ah oui, puis il est galopé à 3 heures. Du pré, puis, Tu voudrais ajouter quelque chose d'autre dans le déroulé de ces matinées, dans la présentation de ta ferme? Non, mais bon, ben voilà, elles sont dehors, elles vont maigrir, elles vont grandir, elles vont prendre le squelette, elles vont se défouler, elles vont pâturer, et puis pour eux c'est les vacances, quoi, les pieds dans l'eau, puis... Ah oui, c'est eux. Allez, à l'ombre avec la petite cabanon. Je mets pas une pâture riche, c'est un peu voulu, parce que si c'est trop riche, elles vont faire de la diarrhée, elles vont maigrir, trop maigrir, quoi. Et après elles vont perdre de l'état, et vu que si les jeunes, il faut plutôt qu'elles prennent un GMQ régulier. Donc la prairie, ça ressemble à du foin, c'est dur. Donc la rigueur, elles traînent, elles auront du foin, elles auront un complément tous les jours en silage, plus complément. Ok Jean-Bernard, merci pour ton accueil, c'est vraiment très chouette, tu es très ouvert et tu te feras un plaisir de répondre aux autres questions. Ouais. Et je pense que je reviendrai cet hiver pour la ration, pour tout ça, pour d'autres travaux à l'abri. Et sous la stabule et tout ça. Merci. Oui, bon, on fera voir l'alimentation des vaches. Pour l'instant, elles sont dehors aussi en prairie, donc c'est le minimum. Donc il n'y a pas le paillage, il n'y a rien. Donc, ouais, voilà, là on a vu qu'une petite partie du boulot, quoi. Il y a l'alimentation à voir, il y a l'évacuation des lisiers, des pailles, des fumiers. C'est un métier complet. C'est dommage, ce soir l'entrepreneur vient pour poster, mais David pas, donc... Bah oui, il faut que j'aille faire moisson de mon côté, moi aussi. Il faut que j'aille préparer la batteuse. On verra ça plus tard. Ok. Allez, salut à tous. Allez, à mardi 7h30. Ciao.